pour finir, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de protection, on a beaucoup parlé de défense, de défensif, on a beaucoup parlé de prédation, on a beaucoup parlé de... Mais finalement, on n'a pas beaucoup parlé de victoire, me semble-t-il. Ou alors, ce qui est tout à fait... pas beaucoup. Donc j'ai le plaisir, pour finir les tables rondes de cette journée, de demander à Arnaud de Morny et Nicolas Moinet de nous rejoindre pour parler d'un ouvrage collectif qui s'appelle « Guerre économique, reprendre la main ». Comment gagner, pardon. Voilà, je peux même le montrer. Très beau livre. Voilà, il est là. Et faire du marketing, moi j'ai suivi. C'est du marketing de la victoire. Avec cette idée, alors merci. Alors Arnaud, tu es directeur adjoint au centre de recherche 451. Est-ce que tu peux nous dire juste très rapidement ce que le centre de recherche ? Donc en fait, c'est un centre de recherche appliqué qui a pour but de créer des concepts opérationnels dans le cadre de la guerre économique et de la guerre de l'information. Et en fait, on est le centre de recherche de l'école de guerre économique, qui est un institut de formation supérieure qui a été créé par le général Pichot-Duclos et Christian Arbulot en 1997. Merci. Nicolas Moinet, bon, je ne te présente pas. Donc, l'idée de cet ouvrage collectif, je crois que c'est une contribution de plusieurs auteurs. On est 13 et on n'a pas de Judas. Enfin, pas repéré en tout cas. Il n'a pas repéré tout de suite quand même. Donc c'est bien cette idée de dire, finalement, il y a une méthode pour gagner, si on en croit le titre. Alors en fait, il y a plusieurs méthodes. Mais avant de rentrer dans les méthodes, je voudrais juste vous expliquer dans quel contexte et pourquoi on a écrit cet ouvrage-là. C'est-à-dire qu'on a posé un diagnostic qui est que ce qui est mis en avant, c'est des entreprises qui sont rachetées, des personnes qui sont envoyées en prison pour des pressions sur des entreprises, qu'il y a des pertes de marché et qu'en fait le discours dominant, c'est la France perd. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément de contexte, c'est que nous avons perçu que, en conséquence des pénuries, masques, système respiratoire, etc., dans le Covid, pendant la période du Covid, et ça a été renforcé par des conséquences directes ou indirectes de la guerre russo-ukrainienne, que dans la population française, il y avait un frémissement de prise de conscience que la France n'était plus autonome. J'ai dit autonome, je ne dis pas souveraine volontairement, parce que je pense que dans l'opinion publique, contrairement à tous ici présents, ce n'est pas un sujet de souveraineté, le terme n'est pas vraiment utilisé dans l'opinion publique, c'est plutôt à quoi sert l'État, il ne nous défend plus, on n'est plus capable d'assurer les objectifs minimums que doit atteindre un État. Et donc par rapport à ces deux éléments, on s'est dit, on va participer à la lutte contre un esprit défaitiste, voire, pour certains des acteurs politico-techniques ou économiques, un esprit de Munich. C'est-à-dire, on ne combat pas, on cède, on est trop petit, on n'est pas assez fort, les autres sont meilleurs que nous. Donc on voulait lutter contre cette pensée qui nous paraît être assez développée pour participer à ce que nous, on appelle un réarmement cognitif français. Et pour ce faire, on s'est dit, on va partir de cas concrets de victoire économique à différents niveaux, c'est-à-dire différents types d'acteurs, des individus, des PME, de grandes entreprises, des cabinets de conseil, l'État français, qui ont gagné un certain nombre de victoires, mais aussi différentes modalités de la victoire. C'est-à-dire, on peut gagner en anticipant un risque et en évitant d'être pris dans une crise financière et judiciaire et réputationnelle. Donc, par exemple, comment une banque française a évité d'être prise dans le scandale Wirecard. On peut gagner par l'anticipation. Comment une PME peut survivre à une attaque économique surprise. Donc comment ça s'organise, comment concrètement, quelles sont les étapes qui ont été suivies. Comment on peut gagner par la coopération, c'est-à-dire comment l'État français a décidé de coopérer avec d'autres États européens pour créer le programme spatial européen, alors que la France était pionnière et unique détentrice de technologies spatiales à un moment donné.
Enfin bon, il y a donc différentes modalités de gagner, différents types d'acteurs, différents types de victoires. Et donc c'est pour, en fait, à notre échelle, faible échelle mais grande ambition, c'est montrer qu'en France, il est possible de gagner et qu'il faut s'y mettre. Je donne la parole à Nicolas. Il faut s'y mettre. Alors bon, il y a plusieurs cas dans ce livre. Et vous m'avez tout de suite parlé, il faut absolument que tu lises le cas paratonnerre. Oui, alors ça c'est vraiment un cas extraordinaire, je vous invite vraiment à le lire, il est très détaillé, c'est une chef d'entreprise, une femme chef d'entreprise. On remarque d'ailleurs que c'est pas pour faire mon féministe de base, mais qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui se révoltent, que ce soit dans les lanceuses d'alerte ou dans les femmes chefs d'entreprise, c'est pas la première fois qu'on a des cas comme ça. Et en fait, elle raconte une histoire extraordinaire qui est le cas paratonnerre France. Je ne sais pas si vous connaissez. Et pour faire simple, je vous le résume parce que je ne veux pas non plus. Il faut quand même que vous alliez lire le livre, mais enfin vous l'achetiez surtout. Mais c'est une histoire incroyable. C'est-à-dire que la France, pour faire simple, les Français inventent une technologie de paratonnerre qui est plus innovante, plus efficace, commence d'ailleurs à remporter des marchés. Et puis nos amis allemands, enfin plutôt notre deuxième, enfin nos conjoints, je ne sais pas si on joue qui est la femme, qui est l'homme d'ailleurs, le couple qui paraît qu'il y a un couple franco-allemand, enfin vous savez, c'est que les Allemands n'y croient pas, hein. Ou alors c'est un couple à la Woody Allen, vous savez, vous connaissez, Woody Allen disait qu'un couple c'est quand deux personnes n'en font plus qu'une, la question c'est de savoir laquelle. Donc, j'aime beaucoup Woody Allen. Donc le couple franco-allemand, donc nos amis allemands, ils font quoi ? Ils font un truc absolument génial. En fait, ils mettent en place une espèce de conférence scientifique sur le paratonnerre, dont j'ai oublié le nom, enfin c'est un sigle, dans lequel systématiquement les publications scientifiques françaises sont écartées, rejetées, etc. Un peu comme les revues anglo-saxonnes dans les sciences, un peu pareil, vous voyez. Et donc évidemment, tout ça est préparatoire à une nouvelle norme. Cette nouvelle norme arrive et elle dégage, je le fais rapide, elle dégage du marché, en fait, la technologie française. Voilà. Et cette chef d'entreprise qui évidemment n'accepte pas ça, va commencer par déjà rentrer dans le syndicat français, ce qui n'était pas le cas avant de son entreprise. Elle se renseigne, elle voit qu'il y a les Allemands comme ennemis, mais il y a aussi un Français qui est le président d'une association de normalisation à l'époque, qui prouve que la norme la technologie française n'est pas bonne. Et elle va créer, alors il y a plusieurs choses, elle crée notamment une nouvelle conférence scientifique. Comme ça, c'est elle qui le maîtrise, au Portugal. Donc on va chercher des alliés, bien sûr, européens. Les pays du Sud, en général, sont nos alliés souvent. Hein, Espagne, Portugal, Italie. Voilà. Donc elle crée cette nouvelle conférence. Elle va quand même porter la contradiction à la conférence qui est contrôlée par les Allemands. Et puis, grâce à la DGSI vient la voir. Elle fait remonter au plus haut niveau de l'État. Parce qu'on critique beaucoup l'État, mais elle a fait remonter au plus haut niveau de l'État en fait cette question. L'État met aussi des moyens. Bon, je vous passe tous les détails, vous pourrez lire, c'est très bien expliqué. Et finalement, au dernier moment, alors qu'il y a un vote à main levée qui doit éjecter la technologie française de la nouvelle norme, eh bien, enfin, c'est encore une nouvelle norme. Hop, il y a un renversement et finalement la norme française est acceptée et cette norme française, enfin cette technologie française est aujourd'hui présente dans 120 pays. Voilà. Mais elle a fait un combat collectif, elle, petite chef d'entreprise, voilà. Mais elle a trouvé des alliés. Et ça fait partie des victoires qui méritent d'être, je pense, beaucoup plus connues. Et est-ce que si tant est qu'il y a une méthodologie pour gagner, je vais vite, hein, rapidement. Mais est-ce que le collectif, justement, est une des clés que l'on retrouve de manière récurrente, ou est-ce qu'il y a d'autres traits communs, un trait unaire dans toutes les victoires que vous avez identifiées, recensées et colligées ? Alors en fait, il y a deux niveaux de collectif. Il y a le collectif à l'intérieur de l'entreprise et le collectif inter-entreprise, enfin, il y aurait même trois, collectif entreprise-État. Donc en fait, un des points communs de ces victoires a été que dans chaque entité prise dans cette guerre économique, il y a eu une mobilisation de l'ensemble d'acteurs. C'est-à-dire que dans les études de cas de défaite, on trouve souvent qu'en fait, il y a le chef d'entreprise ou le conseil d'administration ou le COMEX qui garde l'information du fait que l'entreprise est attaquée. Et donc, il n'y a pas de transmission et de mobilisation de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Hein, parce qu'en fait, pour gagner une guerre, en fait, il faut faire feu de tout bois, en fait, utiliser toutes les informations. Et à partir du moment où tous les collaborateurs ne sont pas sensibilisés au fait que l'entreprise est attaquée, que leur survie économique est en jeu, en fait,
il y a des informations sur lesquelles ils peuvent avoir accès tout à fait par hasard qu'ils ne font pas remonter parce qu'ils ne participent pas à un combat collectif. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est la collaboration au sein de l'entreprise. Le deuxième aspect, c'est qu'on a pu constater qu'il y avait beaucoup d'entreprises françaises ou de chefs d'entreprise qui préféraient mourir seuls que gagner en groupe. Donc ça, c'est quand même très très particulier, donc on peut considérer que c'est très honorable, messieurs les Anglais tiraient les premiers, mais en fait, en termes d'efficacité économique, c'est nul. Non seulement ça fait perdre de l'emploi, ça fait perdre du tissu, tout le monde est malheureux, donc parfois, il faut savoir ouvrir la porte des autres, y compris des compétiteurs. Et le dernier point, c'est le combat collectif avec l'État, c'est-à-dire que l'État n'est pas simplement le monstre froid que l'on connaît, il a sur certains sujets des actions proactives ou défensive. Et donc, une des difficultés, c'est que les acteurs économiques, les agents économiques, n'ont pas forcément connaissance de tous les ressorts et de tous les leviers qui peuvent être actionnés au niveau de l'État, ou pour les informer, ou pour les défendre. Nicolas. Alors, c'est la règle des 3 C. Alors, la cherchez pas dans le bouquin, parce que je viens de l'inventer. Ça fait bien 3 C, ça fait américain. La 3 C. Le premier, c'est la colère. Parce que pour être souverain, il faut se révolter. Ça, c'est la première idée. Agir et pas subir. Je veux dire, il n'y a pas de maître sans esclave. La deuxième idée, c'est le courage. À un moment, vous êtes révolté, mais il faut se projeter. Et le troisième C, c'est les corsaires. Bon, petit clin d'œil quand même. Je vous rappelle d'ailleurs que la devise pendant longtemps ici, c'était ni français ni breton, Malouin suit. Voilà, donc à un moment, il faut aller au carton, quoi. Et c'est pas une question d'avoir des moyens, mais je vais attendre d'avoir un peu plus d'armes, etc. On donne deux exemples intéressants très rapidement. J'ai fait le portrait de Alexandre Lerette et de David Gendreau. Ils sortent tout juste diplômés, l'un d'un sciences économiques, l'autre d'une école de cinéma. Et ils font un documentaire avec 6 000 € du grand-père, sans commande d'une chaîne de télé, ce qui n'existe pas, 150 000 € en moyenne un documentaire. Donc 6 000 €, pas de commande d'une chaîne de télé, ils vont finir par aller vendre leur documentaire, vous le savez, à LCP, Assemblée nationale, 1 million de vues en quelques semaines, et le lendemain de la première projection, enfin en prime time sur LCP, Assemblée nationale, il n'y a pas des millions de gens qui regardent, provocation d'une enquête parlementaire. Voilà. 2 jeunes de 25 ans, 2 copains de lycée, révoltés par ce qui s'était passé, Jerry Alstom. Et puis un autre exemple que j'aime beaucoup, qui est un peu le pendant de ce qu'a vécu Frédéric, c'est l'affaire Boustany, ça s'appelle Face au DOJ, le même coup, Privinvest, donc qui vend un système de surveillance côtière au Mozambique, Jean Boustany se fait arrêter, se met en prison à Brooklyn, etc. Sauf que lui, il a un patron, Iskandar Safa, qui ne se laisse pas faire par les États-Unis, qui lui dit « moi je vais te soutenir ». Il reste 11 mois en tôle quand même si le DOJ lui a dit « mais vous êtes sûr, parce qu'on vous met en résidence, si vous plaidez coupable, on vous met en résidence surveillée, vos enfants, votre femme viennent vous voir, sinon on vous laisse dans la prison à Brooklyn ». Faut quand même faut être capable de résister. Et après, ils mettent les moyens, ils vont recruter, ça c'est génial, parce qu'on dit toujours les Américains sont tous patriotes. Non, les Américains ils pensent d'abord au fric. Donc ils vont recruter des anciens du DOJ qui viennent les aider à comprendre comment fonctionne le DOJ. Et ils recrutent un truc que je ne connaissais pas, un cabinet d'intelligence juridique, ça ne s'appelait pas comme ça, mais qui est spécialisé dans les mock jury. C'est-à-dire ils vont vous faire une analyse des profils des jurés qu'il faut, parce qu'ils ont le droit à 7 jurés, je crois, et 5 pour le DOJ, qu'il faut recruter, une telle personne, une telle CSP, telle ethnie, etc. C'est américain, pour qu'il y ait des chances que ça... Et évidemment, ils vont gagner en justice américaine face au DOJ, parce que contrairement à ce qu'on lit malheureusement dans les médias mal renseignés, ou dans les copies d'étudiants des fois, le DOJ, c'est pas la justice américaine, c'est l'administration américaine, qui dans la plupart des cas est dans l'illégalité même par rapport à ses propres lois. C'est quand même un truc de fou. Simplement, il faut avoir le courage d'aller au carton, c'est tout. Donc il faut la colère, le courage et des corsaires. Merci. Voilà, et le reste, c'est dans le livre. Voilà. Une question pour finir ? C'est bon ? Moi, je voudrais dire un élément parce que qui m'a un peu gratté, c'est que je voudrais dire que la souveraineté, c'est pas la cerise sur le gâteau du profit. C'est-à-dire que la souveraineté, c'est une exigence. Il y a plusieurs définitions, je rentre pas là-dedans, mais en fait, on est souverain si, en tant qu'État, on est capable d'avoir de la puissance géopolitique et militaire, une puissance sociétale, c'est-à-dire une capacité de résistance sociale et un modèle qu'on peut proposer au monde,
hein, on propose, on n'est pas dans une logique impérialiste, et enfin une puissance économique. Et qu'en fait, entre États, la somme des puissances des États, elle est toujours nulle. Bien évidemment, elle fluctue en fonction du temps, c'est-à-dire à un temps T, c'est plus tel État qui est plus puissant de tel autre, mais la somme est toujours nulle. Et donc en fait, un État qui accepte de ne pas être dans une logique d'accroissement de puissance, en fait, il est dans une logique d'acceptation de perdre sa puissance relative parce que les autres sont dans une logique d'accroissement de puissance. Alors on ne gagne pas à tous les coups, mais si on n'est pas dans cette dynamique offensive d'accroissement de puissance, en fait, on ne peut pas être souverain. Hein, la souveraineté, ce n'est pas un état statique, c'est une dynamique et c'est un désir de vivre. Merci beaucoup Arnaud pour ce... Merci à vous deux, messieurs. Merci en tout cas pour ces histoires et l'invention des 3C en live. Merci pour ça.